La porte n'était pas verrouillée, il leur était donc très facile d'accéder. Ils commencèrent immédiatement à crier ordonnant à Ada de les mener dans la chambre de son mari. Hachi avait entendu le bruit fort et monta de la chambre principale pour aller voir ce qui se passait. Après le kidnapping de leur fils, Hachi s'est acheté une arme pour protéger sa famille et ne jamais se retrouver dans une situation d'impuissance. Immédiatement, il alla au placard, en sortit et le chargea de balles avec soin, se préparant à l'action. Pendant ce temps, les braqueurs armés fouillaient la chambre privée d'Hachi. Ils n'avaient pas besoin de chercher longtemps car Ada leur avait montré où son mari gardait sa mallette contenant sa carte ATM et ses détails bancaires. Bien que les braqueurs armés crient, Ada savait qu'ils n'allaient pas frapper. Ils ordonnèrent à Ada de les emmener dans la chambre qu'elle partageait avec son mari. Ils prirent le téléphone d'Ada et le coupèrent immédiatement. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'argent liquide dans la maison et que la carte était tout ce dont ils avaient besoin pour vider son compte bancaire. Aki et son gang sortirent de la chambre, mais ils tombèrent nez à nez avec Hachi, qui était armé. « Vous n'allez nulle part. Je suis entièrement préparé pour vous, je vais vous montrer la différence entre Ada et moi. Arrêtez-vous ici. Si vous bougez d'un pouce de plus, je vous effacerai, dit-il d'une voix forte. Il évalua rapidement les braqueurs armés et vit qu'ils n'étaient que 3. Il regarda leurs mains pour voir les armes qu'ils tenaient, mais il ne vit rien. Il s'avéra qu'Aki et son gang avaient rangé leurs armes dans leur ceinture après avoir fini de fouiller la chambre. Comme ils perdaient leur garde, pensant qu'il n'y aurait pas de résistance, Hachi, armé, se défendit. « Mettez vos mains sur votre tête et agenouillez-vous. Ne plaisantez pas avec moi car je vais vous finir d'une seule balle. Déposez tout ce que vous possédez, je peux voir les armes dans vos ceintures, dit-il calmement. Il les invita à déposer leurs mains sur leur tête et à s'agenouiller. Il retira doucement les armes et les plaça sur le sol. Ne faites rien de stupide, sinon vous verrez l'autre côté de moi. Si vous le faites, je vais vous changer, cria-t-il avec la voix d'un officier de police sur le point d'appréhender des voleurs. Aki fut surpris par l'audace et la bravoure qu'Hachi affichait. Il se demanda pourquoi Ada ne lui avait pas dit que son mari possédait une arme. Ce que Hachi ne savait pas, c'est qu'Aki était occupé à essayer de gérer la situation. Il décida de tenter de sortir son arme de sa ceinture pour ensuite essayer de tirer dessus. Il mit la main dans sa ceinture et sortit l'arme, mais avant qu'il ne puisse pointer l'arme vers Hachi, il le vit et tira. L'arme tomba de la main d'Aki, se déclenchant et tirant sur l'un de ses membres du gang qui mourut instantanément. Aki commença à crier, mais Hachi continua de lui ordonner, ainsi qu'à l'autre membre du gang, de s'éloigner de leurs armes. Finalement, il réussit à les désarmer, ramassa leurs armes et tout ce qu'ils avaient volé de sa maison. Il ligota également les jambes d'Aki et de l'autre braqueur armé pour s'assurer qu'ils ne pourraient plus se battre. « Je vous emmènerai personnellement au poste de police demain matin. La prochaine fois que vous viendrez dans ma maison, je vous conseille de bien réfléchir, car vous croyez que je ne suis pas complètement préparé à défendre ma famille, dit-il aux braqueurs armés. Il était maintenant 5h40 du matin et ceux qui se cachaient étaient finalement sortis. Quand tout s'était calmé, elle fut choquée de voir dans le salon que son mari avait réussi à désarmer les braqueurs. « Hachi, je dois avouer que tu es un homme fort. Je ne savais pas que tu avais ce genre de courage, dit Ada fièrement, mais intérieurement elle était triste et savait qu'il y avait du feu sur la montagne. Elle avait peur qu'Aki dise la vérité et expose son plan. Quand il arrivera au poste de police, je suis déjà en train d'appeler la police pour venir l'arrêter, dit-il fièrement. Ada tremblait visiblement après avoir entendu son mari. Elle ne savait pas quoi faire pour empêcher la police de découvrir la vérité, car ils étaient déjà en route vers la maison. Tout le monde ira en prison, dit-elle fièrement. Oui, mon mari, répondit Ada, bien que réticente. Peu de temps après, la police arriva dans la propriété et emmena les 3 braqueurs armés. Nous interrogerons minutieusement et obtiendrons toutes les informations dont nous avons besoin, dit l'officier de police. Vous devrez venir au poste de police et déposer officiellement une déclaration sur ce qui s'est passé ici. Nous prions pour votre bravoure, continuez ainsi, dit un officier de police à Hachi avant qu'il ne quitte la propriété. Oh mon Dieu, je dois faire quelque chose de vraiment rapide pour empêcher Aki de dire la vérité à la police. Cela ne doit pas arriver. S'il dit la vérité, mon mari découvrira que c'est moi qui suis derrière ces problèmes. Je dois l'arrêter,
pensa Ada. À midi exactement, elle alla au restaurant acheter du riz frit délicieux et du poulet qu'elle voulait offrir à Aki. Lorsqu'elle arriva au poste de police, heureusement pour elle, la police ne l'a pas vue lorsqu'il était venu chercher les braqueurs plus tôt dans la journée. Elle put se déguiser et entrer au poste de police sans être détectée. Elle portait une casquette et des lunettes de soleil pour dissimuler son identité. Elle ne conduisit pas sa voiture, mais prit un bus qui l'arrêta près du poste de police, puis elle entra à pied. « Je veux voir Aki, l'homme arrêté pour le braquage armé », dit-elle en entrant immédiatement au poste de police. L'officier au comptoir tenta de regarder son visage, mais elle évita de le regarder, comme si elle inspectait les décorations et les cadres du poste de police. « Qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous le voir ? Êtes-vous sûr de ne pas être l'un des braqueurs armés ? Demanda l'officier de police. Ada ignora sa question en faisant signe de la main. « Quel genre de question est-ce ? J'ai dit que je voulais voir Aki. Vous voulez dire que je suis l'un des braqueurs armés ? Même si Aki a été arrêté pour braquage armé, il a toujours des droits et est en droit de se défendre, répondit-elle. Je dis que je veux voir Aki et vous êtes en train de me demander si je suis l'une des braqueurs. Ada insista, je m'appelle Cynthia et je suis la petite amie d'Aki. J'ai apporté de la nourriture pour lui, mentit-elle en posant le paquet de nourriture sur le comptoir. Comment le savez-vous ? Nous avons arrêté votre petite amie. Je refuse de croire que vous êtes l'un des braqueurs armés, dit l'officier de police. Quel type de question est-ce ? J'ai dit que je voulais voir Aki, répondit Ada en ne donnant aucune suite. Rapidement, l'officier de police changea d'attitude et s'occupa d'elle avec rapidité. En quelques minutes, l'officier était allé chercher Aki et l'autre braqueur armé et les ramena au poste. Ada apporta la nourriture et la donna à Aki. Cependant, l'officier de police insista pour que Ada goûte la nourriture avant qu'Aki ne commence à manger. La vérité est qu'Ada avait en réalité empoisonné la nourriture après l'avoir achetée au restaurant. Elle resta dans sa voiture et la conditionna avec du poison à rat. Elle ne voulait pas qu'Aki sorte vivant du poste de police, elle voulait éliminer les deux pour qu'ils ne racontent rien à la police. Elle avait planifié le braquage avec eux. « Madame, vous devez d'abord tester la nourriture avant que les suspects ne la mangent. Nous voulons nous assurer que la nourriture n'est pas empoisonnée, dit l'officier de police. Que dites-vous ? Comment puis-je faire cela à mon propre petit ami ? Je vous ai dit qu'il est mon petit ami. Ils peuvent commencer à manger la nourriture, elle est sûre pour la consommation. Je l'ai personnellement achetée au restaurant en route vers cet endroit, s'il vous plaît, allez-y et mangez, répondit Ada. Cependant, l'officier de police était déterminé. Ada doit goûter la nourriture. C'est une pratique standard ici. Une fois que vous apportez de la nourriture pour quelqu'un en détention, vous devez d'abord la goûter. Il n'y a pas de façon à ce sujet. Les suspects ne peuvent pas manger la nourriture à moins que vous ne la goûtiez. Nous ne voulons que rien n'arrive aux suspects jusqu'à ce qu'ils soient inculpés devant le tribunal, où ils auront leur affaire avec le juge. Alors, s'il vous plaît, goûtez une cuillerée de la nourriture, insista l'officier de police. Ada, ne comprenant pas pourquoi il réagit ainsi, décida de prendre le risque et goûta une cuillerée de la nourriture empoisonnée. Elle mâcha des jollof rice et l'avala. Son cœur battait alors qu'elle savait qu'elle pourrait potentiellement mourir, mais il n'y avait aucun moyen pour elle de quitter le poste de police sans goûter la nourriture, elle serait arrêtée si elle refusait. Immédiatement après qu'Ada eut goûté la nourriture, Aki et l'autre braqueur armé commencèrent à manger. Ada chercha un moyen de quitter le poste de police avant que la substance ne commence à agir, car elle allait être arrêtée pour les avoir tués. « Laissez-moi acheter de l'eau pour eux, j'ai oublié d'en apporter, » dit-elle. L'officier de police lui permit d'aller acheter de l'eau. Mais au lieu d'aller acheter de l'eau, elle traversa de l'autre côté de la route, monta dans un taxi et disparut du poste de police. Après qu'elle soit partie, Aki et son collègue braqueur armé terminèrent de manger la nourriture et commencèrent à attendre qu'Ada leur apporte de l'eau. Pendant qu'ils attendaient l'eau, l'effet de la substance commença à se faire sentir. « Je me sens étrangement, je n'ai jamais ressenti ça avant après avoir mangé quelque chose qui ne va pas avec mon estomac, » dit James à l'officier de police en charge. Le membre du gang d'Aki se sentait également de la même manière, en fait, les deux s'effondrèrent par terre et l'officier de police commença à courir, paniqué, cherchant quoi faire.
Il informa les autres policiers au poste de police et le DPO ordonna que les braqueurs armés soient emmenés d'urgence à l'hôpital pour traitement. 5 policiers furent assignés pour les emmener à l'hôpital. Ils furent chargés dans la camionnette de police et précipitamment conduits à l'hôpital. L'effet immédiat était déjà présent, ils étaient faibles et leurs esprits quittaient progressivement leur corps. Bientôt, ils arrivèrent à l'hôpital et les braqueurs armés furent emmenés aux urgences. Le médecin fut appelé pour les soigner, mais à son arrivée, il déclara qu'il était trop tard. La substance avait endommagé les organes vitaux et il n'y avait rien d'autre qu'il pouvait faire pour les aider. Veuillez les emmener au cimetière, dit le médecin après avoir vérifié les 2 hommes allongés sur 2 lits d'hôpital. Il quitta l'unité d'urgence. Incidemment, c'était au même hôpital qu'Ada vint se soigner elle-même. Le médecin de l'hôpital était son ami, en réalité, le médecin faisait partie de la paie d'Ada. Elle le payait mensuellement afin qu'il la couvre dans des situations comme celle-ci. Lorsque les policiers arrivèrent à l'hôpital, Ada était dans le bureau du médecin et lui avait dit de déclarer les braqueurs armés morts, ce qu'il fit exactement. Ada ne voulait pas que les braqueurs armés quittent l'hôpital vivants. Pendant ce temps, les policiers n'étaient pas satisfaits. Les suspects jouaient morts après que le médecin ait déclaré qu'Aki et son partenaire étaient morts à leur arrivée. Êtes-vous sûr d'avoir bien vérifié ? Il pourrait encore être vivant, il parlait juste, dit un des policiers. S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier à nouveau, dit un autre. Un officier de police dit à l'infirmière de garde, Monsieur, si le médecin dit qu'ils sont morts, il a dû bien vérifier avant de faire cette déclaration. Si ce n'est pas le cas, veuillez les déplacer et nous donner un peu d'espace afin que nous puissions les préparer pour le cimetière, dit l'officier. Mais les policiers rejetèrent l'idée. Un des policiers croyait fermement que les braqueurs armés étaient encore vivants, alors il rejeta l'idée de les emmener au cimetière. Ne les touchez pas, nous les emmènerons dans un autre hôpital, dit-il en colère. Il appela ses collègues et ils emmenèrent Aki et son gang à un autre hôpital. Ada était encore à l'hôpital lorsque les policiers partirent. Dans son esprit, le problème avait été résolu, elle ne savait pas que les policiers avaient emmené les braqueurs armés dans un autre hôpital. Le médecin traita Ada avec un puissant antidote. Son cas était léger car elle n'avait pris qu'une cuillerée de la nourriture empoisonnée. Elle fut libérée le même jour et rentra chez elle pour se reposer. Lorsque les policiers arrivèrent au 2e hôpital, un médecin ranima rapidement Aki et son collègue braqueur armé. Vous êtes les personnes les plus chanceuses sur Terre, vous avez reçu une substance rat poison, dit le médecin en commençant à traiter les 2 hommes. Peu de temps après, ils reprirent conscience. Merci beaucoup, docteur, dit James. Quelques jours plus tard, ils furent libérés de l'hôpital. Puisque cette femme a essayé de me tuer, je n'ai pas d'autre choix que d'exposer tous les maux qu'elle a fait contre sa famille. Je vais tout dire à la police. Je vais tout leur dire sur les affaires que j'ai faites pour elle, y compris le fait qu'elle était derrière l'enlèvement de son propre fils Uchi, dit Aki à son partenaire. Je vais tout dire à la police. Je vais leur dire toutes les affaires que j'ai faites pour elle. Je pensais qu'elle venait au poste de police pour m'aider, sans savoir qu'elle était là pour me tuer. Je vais lui donner une leçon, je suis prêt à sacrifier ma liberté pour m'assurer qu'elle passe le reste de sa vie en prison, dit-il à son partenaire. Il confessa tout au chef de la police, depuis le premier travail qu'il avait fait pour Ada, y compris le fait qu'elle était derrière l'enlèvement de leur fils. Êtes-vous sûr de cela ? Demanda le DPO. Je suis tellement sûr, monsieur, répondit Aki. Le DPO fit asseoir ses hommes et ils commencèrent à conduire la maison d'Ada pour l'arrêter. Ada avait quitté la maison pour aller au supermarché acheter du pain lorsque les officiers de police arrivèrent dans la propriété. Ils l'avaient à peine manqué. La seule personne à la maison était son mari, qui se reposait après avoir emmené Uchi à l'hôpital. Le médecin avait ordonné qu'Uchi reste à l'hôpital pour une surveillance étroite. Hachi était dans le salon en train de manger des cacahuètes qu'il avait achetées en revenant de l'hôpital. Il fut surpris de voir les policiers dans la propriété. Le DPO entra dans le bâtiment avec ses hommes et informa Hachi qu'ils étaient là pour arrêter sa femme. « Pourquoi ? Qu'a-t-elle fait ? Demanda-t-il avec surprise. « Votre femme est responsable de l'incident de braquage armé qui s'est produit dans cette maison, monsieur. Elle a également été celle qui a engagé des kidnappeurs pour enlever votre fils, dit-il. Vous plaisantez ? Ma femme est une femme douce,
Elle n'est pas capable de blesser qui que ce soit, encore moins moi, son mari, ou notre fils Uchi. Je ne crois pas ce que vous venez de dire, c'est faux, dit-il. Votre femme a invité des braqueurs armés chez elle, répondit le DPO. Vous plaisantez? Pourquoi ma femme inviterait-elle des braqueurs armés dans notre propre maison, dit-il. Même si je veux vous croire, pourquoi ma femme inviterait-elle des braqueurs armés chez nous, sachant parfaitement que l'un d'entre nous pourrait être blessé? Quelle preuve avez-vous pour prouver qu'elle a fait une chose aussi terrible contre moi? Je ne la croirai pas à moins que vous ne présentiez des preuves concrètes contre elle, dit le Hachi. L'officier de police demanda à l'un de ses hommes d'amener Hachi pour voir les braqueurs. Il fut conduit dans la camionnette à l'extérieur et guidé par les policiers. En quelques minutes, l'officier de police entra dans la pièce avec les suspects. Hachi les reconnut. Le DPO produisit le téléphone d'Aki et montra la conversation qu'Ada avait eue avec lui avant que Uchi soit kidnappé, ainsi que les messages de la nuit précédente l'incident de braquage. Aki attesta également de tout ce que le DPO disait et confessa tout. Hachi resta sans voix après avoir vérifié les messages et vu qu'ils provenaient vraiment de sa femme. Il faillit s'effondrer sous le stress émotionnel, mais il put tenir fermement. Les policiers quittèrent l'appartement, mais Ada n'était nulle part. Ils partirent mais avec la promesse de continuer à traquer Ada jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. Entre-temps, Ada avait terminé d'acheter des pommes au supermarché et rentrait chez elle. Elle ne conduisit pas sa voiture car le supermarché était à quelques pas de la maison. Uchi avait passé tellement de temps à l'hôpital qu'il en était venu à ressentir que l'hôpital était son chez-soi. Il ne se souvenait pas de la date précise de son admission à l'hôpital, mais il se rappelait qu'il avait ressenti un léger mal de tête. Il avait été précipité à l'hôpital ce jour-là par son père qui pensait que ce n'était que du paludisme ou de la typhoïde. Il avait été soigné par le médecin et s'était rétabli. On lui avait demandé de passer la nuit à l'hôpital et son père avait accepté car c'était là qu'il se préparait à reprendre ses études à l'université après avoir terminé ses études secondaires. Le lendemain, son état s'était aggravé. Il se souvenait que sa mère l'avait visité tôt le matin alors qu'il était sur le point d'être déchargé, puis le médecin avait dit qu'il voulait lui donner une dernière injection qui éliminerait le paludisme et la typhoïde. Après cette injection, il n'avait jamais retrouvé son état normal. Le médecin n'avait pas cessé de lui administrer cette injection, qu'il lui donnait une fois par jour, ce qui le rendait malade, somnolent et faible. Il ne lui était jamais venu à l'esprit de vérifier la bouteille de médicaments. Tout ce que son père lui avait dit, c'est qu'il souffrait d'une maladie rénale. Son père faisait tellement confiance au médecin et à son avis médical qu'il n'avait jamais cherché un second avis ou consulté un autre médecin. Mais attendez, si je souffre d'une maladie rénale, je devrais être mort maintenant. Pourquoi ne suis-je pas mort malgré l'absence de transplantation comme recommandé par le médecin? J'ai passé presque 2 ans dans cet hôpital et tout ce que le médecin ne cesse de dire, c'est que je mourrai si je rentre chez moi. Il ne m'a donné qu'une seule injection qui me rend faible. Je pense que je dois mener ma propre enquête, ce qui a été décidé. C'était tôt le matin et il venait de finir de prendre son petit déjeuner. Il s'était levé du lit d'hôpital et était allé à la poubelle de la chambre. Il a fouillé dans les ordures et a trouvé la bouteille de médicament. Il est retourné au lit, a pris son téléphone et a recherché le nom du médicament sur Google. Ce qu'il a vu l'a étonné, il a découvert que le médicament que le médecin lui avait administré n'était rien d'autre que des somnifères. Pas étonnant que je me sente toujours faible après l'injection. J'ai constamment envie de dormir. Mon père veut que je meure et je dois quitter cet endroit immédiatement, pensa-t-il. Il a envisagé d'appeler son père mais a finalement renoncé à l'idée. Il a commencé à planifier comment quitter l'hôpital sans être détecté par le médecin ou les infirmières. Il voulait quitter rapidement l'hôpital avant que le médecin ne vienne lui donner une injection. Pour cet argent, je dois disparaître d'ici immédiatement. Mes découvertes me prouvent maintenant que je n'ai pas de maladie rénale. Le médecin a menti à mon père sur mon état de santé, pensa-t-il à nouveau. Il a fait son sac et a ouvert la porte pour observer. Il ne voulait pas que des responsables de l'hôpital sachent qu'il s'échappait. Il a observé attentivement avant de sortir de l'hôpital. Il a marché très vite le long de la véranda en direction de l'ascenseur. Il a passé le bureau du médecin et a vu qu'il était légèrement ouvert. Il a entendu une voix qui ressemblait beaucoup à celle de sa mère, Ada, discuter avec le médecin. « Attends,
Que fait-elle même dans l'hôpital ce matin ? Se demanda-t-il en continuant vers le bureau du médecin. Il a placé son oreille sur une petite ouverture de la porte et a entendu « Aidez-moi à continuer à lui donner l'injection soporifique. Dites à mon mari qu'il doit partir à l'étranger pour un traitement où il mourra. Je continuerai à vous payer le montant convenu. » Le médecin a répondu « Madame, mais si je le fais, il pourrait mourir et je me retrouverai dans de sérieux ennuis. Pourquoi ne pas simplement utiliser vos propres moyens pour éliminer ce garçon si vous voulez qu'il meure ? Tout cela devient compliqué et votre mari pourrait commencer à me soupçonner. » Ada a répliqué « Si jamais il meurt, ce sera mieux pour moi. Je veux qu'il souffre et que mon mari souffre aussi. Traitez-le et continuez à lui donner cette injection. Cela me rend heureuse. » Uchi a été surpris d'entendre ce que sa supposée mère disait. Il a sorti son téléphone et l'a utilisé pour enregistrer tout ce que sa mère disait au médecin. « Je me demande si cette femme est réellement ma mère et pourquoi elle voudrait me voir mort, se demanda-t-il. Il a continué à écouter et à enregistrer. Le docteur disait « Madame, si je puis vous demander, qu'est-ce que votre mari vous a fait ? Pourquoi le faites-vous souffrir ? Cet homme a vraiment souffert entre vos mains. Pourquoi le traitez-vous ainsi ? » Le médecin a demandé « C'est une longue histoire, très longue, mais je vais faire court. Vous voyez, Uchi n'est pas mon fils biologique. » Ce qu'Ada a dit a semblé être une bombe aux oreilles d'Uchi. C'était ma femme de ménage qui a donné naissance à lui, bien que le garçon ne le sache pas. Mon mari a eu une femme de ménage qui l'a mis en enceinte seulement 2 mois après notre mariage il y a de nombreuses années. Incidemment, j'étais aussi enceinte de mon premier enfant à ce moment-là. Un jour, j'ai surpris mon mari sur le lit matrimonial avec la même femme de ménage. Il mangeait son pot de miel. Par colère, j'ai battu la femme de ménage. Mon mari n'aimait pas cela, alors il a décidé de me battre aussi. J'ai perdu ma grossesse dans le processus. Il y a eu de graves complications et j'ai failli mourir. Le médecin a dû retirer mon utérus pour sauver ma vie, a dit Ada les larmes aux yeux. Uchi a été choqué par ce qu'Ada disait. Il a dû contrôler ses émotions et a continué à écouter. J'ai survécu, docteur, j'ai survécu, mais je ne pourrai plus jamais porter mes enfants à cause d'Uchi, à cause de l'homme que j'appelais mon mari. Bien qu'il m'ait supplié de lui pardonner, c'était le diable, je lui ai dit que je lui pardonnais. Oh, bien sûr, qu'est-ce que je vais dire, mais depuis, j'ai perdu la femme de ménage. Plus tard, la femme de ménage a donné naissance à un garçon et ce garçon, c'est Uchi, que tu vois aujourd'hui. Malheureusement, la femme de ménage est morte après la naissance de l'enfant. Mon mari a emmené le bébé chez ma belle-mère qui s'en est occupée jusqu'à ce qu'il grandisse et termine ses études secondaires. Je ne peux pas être en vie et le garçon vivra. Sa mère m'a fait perdre mon enfant, sa mère m'a fait perdre mon utérus. Je ne peux pas partir maintenant, docteur, laissez-moi briser vos bulles. J'ai fait de l'argent pour pouvoir poursuivre ma vengeance. Je vais le faire souffrir et aussi faire souffrir mon mari. La femme que vous voyez juste devant vous est en mission de vengeance, dit Ada en pleurant. Uchi a entendu tout ce qu'Ada disait et n'a pas pu répondre, mais ces mots le frappaient comme des clous acérés. Tu étais triste, pourquoi pleures-tu ? Ce n'est pas le bon moment pour pleurer, mon amour. Si tu es triste, que dois-je faire ? Qu'en est-il de moi, celle que tu as battue et qui a perdu son utérus, ma chère ? Tu sais quoi, je me souviens de ces jours, même quand j'étais terriblement malade et que tu voulais ces choses juste pour que je sois une épouse soumise. J'ouvrais mes jambes après les activités quotidiennes et j'étais tellement fatiguée que tu pouvais voir que j'avais besoin de repos, mais tu me battais et j'ouvrais mes jambes juste pour être une épouse soumise, mais tu n'étais pas satisfait. Tu es tombé si bas et tu as trahi ma confiance, tu as trahi nos vœux matrimoniaux avec une femme de ménage, pas n'importe où mais sur un lit matrimonial. Tu sais que je ne vais pas pouvoir porter tes propres enfants à cause de toi, pas parce que Dieu m'a créé ainsi, pas parce que j'ai subi un avortement qui l'a endommagé, mais à cause de toi. Tu étais censé être mon mari. Juste au cas où tu ne le saurais pas, un mari est quelqu'un qui soigne sa femme et un bon mari fera ressortir le meilleur de sa femme, mais toi, tu m'as abusé et tu as fait ressortir la bête en moi. Tu n'as pas pris soin de moi et tu as fait ressortir un dragon en moi. Eh bien, cette bête est maintenant ici pour t'enseigner la leçon finale afin que dans ta prochaine vie, tu ne maltraites plus une femme.
Elle a sorti un sac à main et a sorti la substance qui était déjà dans la seringue. Elle a fait les rondes sur le sol et s'est préparée à l'injecter dans la perfusion pour qu'elle pénètre dans le corps d'Ushi. Elle a continué, comme je l'ai dit, j'ai été la responsable de tous les malheurs qui te sont arrivés. Ushi n'a jamais été malade, j'ai été celle qui l'a maintenu dans cet état juste pour que tu dépenses de l'argent sur les factures de l'hôpital. La maison où tu vivais, je suis la propriétaire et j'ai aussi ordonné que tu sois expulsée. Je suis la propriétaire et j'ai acheté ta maison précédente. J'ai aussi acheté les parts, tu as tout vendu, tout, je veux dire, tout, y compris ta vie, m'appartient. Ada a dit cela sarcastiquement, les larmes coulant davantage de ses yeux. Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie. Cela me donne une satisfaction ultime de mener à bien cette vengeance. Si tu veux la suite, dis-le moi en commentaire. Merci. À bientôt.